Hop. Bonjour. Hop. Allô, ça marche? J'ai pas l'impression. Bonjour. Ah oui, là, Attends, il faut parler comme ça. Alors, je m'appelle Robert. Je suis pas français, donc si je vous dis des conneries, vous me demandez en fait. Je vais vous répéter autrement. Alors, Alors, pardon, on a un petit problème de slide, parce que on n'a pas le bon retour sur l'ordinateur, donc c'est pas évident de changer les slides à chaque fois. On a eu un bug, voilà. c'est un titre. Voilà. Il fallait choisir un titre, donc voilà. Euh, alors, on est en 2019 et il y a beaucoup de tutoriels sur le net, surtout par des gens beaucoup plus balèzes que moi. Donc vous avez des modeleurs super balèzes, donc ils ont beaucoup de tutoriels et j'ai pensé qu'est-ce que je peux donner surtout aux étudiants qu'ils n'arriveront pas à trouver sur le net. Donc comment modéliser un personnage, il y a 50 000 façons et vous allez trouver en fait ils sont tous accessibles. Donc je vous ai préparé plutôt un talk sur comment ça marche en production et d'après moi ce serait quoi la meilleure approche pour builder vos assets pour que au moment des retours, etc., vous souffrez moins. Donc c'est si simple que ça. Donc tu peux passer au slide, Gwen. C'est un peu les, ouais, donc c'est un peu les chapitres en fait. J'aimerais bien traiter tous ces chapitres et vous êtes libre de poser des questions sur le moment, comme ça on peut vous en parler. Donc les assets animés et les assets inanimés. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc quand vous travaillez en asset, vous êtes en train de builder vos assets, très souvent vous faites des tournettes. C'est assez important. Et la grande différence entre par exemple les props et les personnages, c'est que les graphistes doivent travailler les choses sur les personnages qui ne sont pas essentiellement visibles dans la tournette, mais ils seront visibles dans le film. Et c'est un bon graphiste qui travaille sur un personnage, il est très souvent vu là-dedans. Et je parle de quoi? Je parle très souvent des volumes qui sont cachés au niveau du personnage, comme l'intérieur de la bouche, le positionnement des dents, l'épaisseur de vos oreilles, et ainsi de suite. La pénétration entre les objets, les props, etc. Donc, par la modélisation invisible, je vais parler un peu des problématiques que très souvent vous pouvez rencontrer en fait quand vous faites vos personnages. Euh, un exemple clair que je peux vous donner, c'est que des gens qui font leur shader, ils sont en train de travailler sur le visage. Très souvent, ils peuvent utiliser des maps de SSS Radius. Levez la main si c'est pas trop clair. Pour avoir un peu plus de SSS dans les oreilles. D'après moi, c'est une approche qui n'est pas correcte. Parce que normalement, si votre moteur de rendu il est assez physique, il est assez proche de calcul physique, il prend en compte les volumes de votre surface. Et si vos oreilles, ils n'ont pas assez de SSS, et ben vous corrigez vos oreilles. Donc c'est un travail de modèle et c'est pas un travail de shading. Et vous pouvez en avoir plein de problématiques de ce genre. Donc il faut vraiment aller à la source de votre problème et ne pas compenser. Parce qu'à un moment où vous compensez, en fait, vous rajoutez de la complexité qui est derrière pas gérable. Donc il faut rester au plus simple possible. Les standardisations de votre workflow, surtout avec vos collègues, plus vous êtes sur les mêmes pages, sur les détails comme les UV, les shaders et les lighting, plus vous pouvez vous aider entre améliorer en fait. Si chacun fait ses shaders de peau, par exemple, déjà au rendu, ça ressemble à rien. Les départements d'après qui récupèrent, bon, ils seront un peu dans la merde. Et surtout, entre vous, vous pouvez pas vraiment améliorer le travail de l'autre parce qu'en récupérant toujours euh, un shader qui est un peu le shader par défaut de la boîte, vous pouvez toujours ajouter en fait, incrémenter, améliorer et discuter entre collègues parce que vous récupérez toujours la même chose, vous la connaissez, vous pouvez la retravailler.
Très important aussi d'avoir un lighting en fait qui est référentiel parce que au début du Unity-Image, quand je suis arrivé là-bas il y a 5 ans, euh, on avait un peu tous notre lighting et chacun des personnages, bon, à la fin, on rendait pas pareil. Donc, c'est une première étape déjà avoir le même HDRI que tout le monde utilise. La deuxième étape, c'est le calibrage. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les profils osseux de colorimétrie. C'est pas très vulgarisé, mais on l'a découvert il y a 2 ans par un graphiste qui est arrivé de Framestore. On était toujours en sRGB et ça rendait pas très bien. Donc il y avait beaucoup de problèmes au niveau des surexposures. Les couleurs devenaient super saturées, etc. Et depuis qu'on a découvert en fait ce workflow, ça nous permet vraiment de calibrer tout. Et par calibrer, je veux dire qu'avoir un lighting qui est plus proche de la réalité, je vais pas faire un talk sur A6 parce que ça prendra beaucoup de temps. Et surtout, si je suis pas vraiment le professionnel qualifié pour faire ça. Mais c'est super important de communiquer avec ses collègues et surtout entre départements et être sur la même page pour que votre travail se perd pas en passant d'un département à l'autre. Sur le traitement des assets, il y a beaucoup de graphistes. J'étais prof et comme j'ai supervisé 3-4 projets, je sais que beaucoup des graphistes, y compris moi, en fait, ont tendance à se perdre dans les détails. Et c'est super important quand vous travaillez de commencer toujours par tout ce qui est tout ce qui est gros, les gros volumes, et vous allez de plus en plus vers le local. Donc, le dernier chapitre, en fait, quand vous travaillez dans les boîtes, comme je vous ai dit, il y a des bandes de shaders, il y a des lighting préfaits qui sont fournis par les TD, par les superviseurs, etc. Et si vous regardez certains artisations, en fait, vous pouvez trouver que des noms assez énormes que vous pouvez trouver sur les Marvel. Ils ont des artstations, des travaux personnels qui ne sont pas à l'attente, ce que vous pourrez imaginer. Parce que c'est des gens, en fait, au fur et à mesure, qui perdent la maîtrise de se débrouiller tout seul chez eux avec les outils qu'ils ont. Donc, j'aime beaucoup revenir à la source, en prendre une sphère et rasculter tout à partir d'une sphère. Au lieu de partir d'une base mesh, une anatomie qui est déjà scannée, une topologie qui est là, et refaire tout le temps ces pratiques-là parce que sinon il se perd. Voilà, c'est un peu le truc, tu peux changer le slide. Juste ces 2 images pour vous illustrer en fait, c'est un projet personnel. Donc au niveau de la bouche, tu peux changer. Ah. D'accord, il faut prendre comme ça. Alors, ces lignes-là, en fait, ils définissent l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire par expérience, je peux vous dire que la plupart des graphistes, quand ils vous modélisent une bouche, de l'extérieur, c'est parfait, mais dès qu'il y a les blend shapes, c'est pas bien. Et pourquoi? Parce qu'en fait, des volumes qui font partie de la connaissance anatomique, en fait, ils ne sont pas respectés. Et quand ces volumes ne sont pas respectés, bon, le modèle va revenir et vous devez le corriger à publier. Donc, tu peux passer à l'étape suivante. Je ne peux pas vous montrer beaucoup d'exemples de professionnels parce que j'ai pas eu le droit de vraiment montrer les étapes. On peut regarder les films, mais je crois que vous connaissez les trailers qu'on fait. Et du coup, je vous ai préparé quelques petites images. Il n'y a pas grand-chose. Donc, depuis 2 ans, j'ai découvert un logiciel. Alors, de base, je fais du Max avec Virey. Donc, c'est des outils de paysans. Donc,
Depuis 2 ans, je suis très très séduit par un logiciel qui s'appelle Houdini et qui est en train de devenir de plus en plus important dans la production en fait. Et avec ça, en fait, mon façon de travailler, il a pas mal changé. Et j'ai tendance à aller plus en plus vers tout ce qui est procédural que travailler en tant qu'artisan. Et pour vous donner des exemples, en fait, le graphe à côté euh, décrit un peu mon état d'esprit au début du projet et à la fin. Donc, quand vous travaillez en mode artisan, genre vous sculptez votre asset, votre personnage, vous êtes en train d'être vraiment libre, en train de suivre un design, peu importe. Plus en plus, ce qui va devenir complexe, au moment où il y a les retakes qui vont arriver, surtout qui sont des retakes en fait où le projet était mal géré, etc., où le client il a mal géré chez lui, et à un moment ils vous font des retakes sur un truc tellement archaïque que ça implique le changement de beaucoup d'éléments, et vous n'êtes pas content. Parce qu'il faut tout rechanger à la main, tout replacer à la main. Donc j'ai tendance, avec les possibilités que le logiciel va m'offrir, de construire en fait des systèmes qui sont dépendants entre eux. Comme ça, en fait, quand je change un truc assez archaïque, bah, tout suive parce qu'ils n'ont pas besoin que j'intervienne. Et je vais essayer de vous expliquer en fait avec des petits exemples de quoi je parle. Euh, un exemple tout simple, ça peut être, vous êtes en train de modéliser des props sur un personnage et un veste, etc. Dans le game, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de graphistes qui travaillent en full ZBrush. Le personnage il est fait en full ZBrush, après ils font du ratopo, ils reprojettent des maps. Nous, on ne fait pas ça. On travaille plutôt dans le logiciel où on rend, etc. Donc la unit, c'est max. Donc les deux extrêmes de ce traitement, ça peut être tout faire dans ZBrush, et dès que le client, par des raisons X ou Y, il a changé le gabarit, je dois changer tout ce qui est placé sur les gabarits. Ça peut impliquer tous les props super complexes qui peuvent être sur le personnage. Par contre, si j'ai un système où j'ai les gabarits, derrière ça suit Marvelous, après sur le Marvelous, j'ai plaqué des boutons, des éléments, etc., qui sont placés, que leur position est définie par rapport aux faces et leur normale, j'ai pas grand chose à faire là-dedans. J'ai qu'à entrer dans les logiciels, sortir, exporter des datas et juste, juste passer le flow. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Ce traitement, il peut concerner aussi le shading. Euh, Depuis 10 ans, en fait, je suis plus en plus confortable à faire du shading le plus procédural possible. Je sais qu'avec Substance, il y a beaucoup de gens qui peignent direct tout et qui bake. Euh, je préfère de rester dans le logiciel qui rend. Comme ça, je peux direct tweaker tout ce qu'on me demande là-dedans et avoir moins de retours entre logiciels, sortir des textures, entrer des textures, etc. En soi, c'est pas si différent, mais aujourd'hui, c'est en préférence. Il y a quelques années, on ne pourrait pas faire ça, donc travailler en procédural, c'était vraiment une meilleure solution. Donc, c'est un petit image qui sort de forum de documentation d'Arnold. Euh, pour vous parler un peu du shading procédural, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont être au courant, mais certains moteurs de rendu, ils vous proposent de overrider certaines données concernant votre shader par objet, par exemple. Virer sous Max, il est un peu limité, mais si vous utilisez Arnold, vous avez beaucoup plus de liberté. Cette image, en fait, elle vient d'un nœud en fait, qu'Arnold il a qui s'appelle User Color, par exemple. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir un seul shader, on a du plastique, et son couleur, il est défini par objet. Comme ça, vous ne faites pas 3 shaders pour 3 couleurs, vous faites un shader qui change de couleur. Et c'est pas limité qu'aux couleurs, ça peut être le tile de votre texture, ça peut être le fichier de texture, le string, ça peut être tout. Tu peux aller à la prochaine. On va revenir. C'est des UV.
Alors, concernant les UV, je vais vous expliquer un peu le workflow en fait, qui est lié aussi aux limitations du moteur. Aujourd'hui, ce qu'on fait à Unit, c'est que quand on fait un pack de props, on aime bien packer comme ça. Et il y a deux trucs qui sont respectés ici. Les zones où les props ils sont ensemble et aussi la résolution. Donc si vous mettez un checker, le checker il est à peu près pareil partout. Pourquoi? Parce que dans Viré, je ne peux pas changer la taille. Peut-être dans Maya, je ne sais pas. Mais dans Max, je n'ai pas cette possibilité. Donc si je suis dans Arnold et je peux overrider le tile par objet, je me prends moins la tête avec les UV au début. Donc vous pouvez optimiser votre temps par rapport à les contraintes techniques que votre moteur vous offre. Donc là, c'est un... Comme j'ai commencé le projet sur Max, après j'ai basculé sur Houdini, en fait les UV ils sont à la bonne taille, etc. Pourquoi faire par zone? Parce que quand vous utilisez des systèmes surtout comme TX, etc., les textures qui sont loadées, en fait, ils sont loadés par rapport aux caméras. Ils ne sont pas visibles dans les caméras. En général, ils ne les loadent pas ou ils loadent à définition plus basse. Donc, ça vous permet d'optimiser le mémoire de votre rendu. Et c'est surtout super coûteux parfois quand vous avez des assets qui sont super complexes. Donc, je peux revenir. Ouais. Ok. Alors, pour vite fait conclure le reste. Donc je vous ai déjà parlé de la complexité et c'est un truc à éviter. Avec l'expérience, vous allez apprendre que rester le plus simple possible, c'est la meilleure solution. Et le système procédural que je vous ai décrit, je ne pourrais pas vraiment élaborer en 20 minutes parce qu'il fallait vraiment montrer des exemples concrets. Ça vous permet vraiment de passer beaucoup plus de temps, être moins motivé au début. Mais derrière, en fait, vous en souffrez moins et votre productivité, vous allez accomplir beaucoup plus de choses par rapport au début que si vous étiez en artisanal. Parce que le souci de travailler tout refaire à la main, c'est que quand vous répétez la troisième fois la même chose, parce que les clients ils n'arrêtent pas de changer la vie, on n'a pas trop envie de refaire en fait. Et si on a un système en fait qui nous permet de tout obtenir en juste changeant l'étape un peu plus archaïque, ben, on est un peu plus content. Et tu peux montrer les images? Je vais vous montrer, comme je vous ai dit, j'avais pas le droit de montrer vraiment des images pro, mais je vais vous montrer un projet personnel. Ils sont juste là. Oui, oui, non, c'était bon. Voilà. Ah, non, 19 novembre, oui, c'est ça. Donc c'est un projet personnel, je suis vraiment en dehors de mon zone de confort parce que je fais ça en Houdini avec Arnold, alors que ça fait 10 ans que j'utilise Max et Viré. Je vous montre cette image juste pour vous dire que sur les props, il n'y a rien qui est peint à la main. Donc tout ce que j'ai fait, c'est juste faire les UV, mettre sur le personnage, rentrer dans Substance, sortir 3 couches de masque, usure, ambient occlusion, en fait usure, dust, et très souvent si les matières, ils ont un troisième paramètre s'ils ont besoin, en RGB. Donc je sors une texture par UDIM, et derrière en fait, tous les matériels que j'ai faits, ils sont en procédural avec un entrée qui leur permet de rajouter du dirt, de l'usure, du rust, etc. Donc en soi, personnellement, je trouve que on perd moins de temps que peindre individuellement tout et sortir béquer chaque fois tout. Et surtout, ça coûte moins en mémoire. Alors désolé de t'interrompre, mais il va vraiment falloir qu'on passe aux questions parce qu'après on n'aura pas le temps de pas le temps de voir. Avec plaisir. Il y a encore un talk. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions du coup? Il y a quand même plein de choses intéressantes. Ouais. Voilà. Bonjour. Tu viens de parler de Substance et Houdini. Je voulais savoir si tu utilisais Substance en dehors de Houdini ou si tu l'utilisais dans Houdini.
Non, c'est pas dedans. Et je vais pas, peut-être dans le 17.5, je crois qu'il y a peut-être un truc dans les Oui, il y a Game des- Tools. des- J'ai pas essayé. Substance, j'utilise que pour sortir les masques. Je sors pas vraiment les textures bakées pour color, albedo, réflexion, etc. Que les 3 masques tricolores. Mais il y a des gens dans la boîte qui bake tout. Et en soi, ils sont plus confortables avec ça. Donc je vais pas débattre technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est un peu pressé. Bon. Il y en a un par là. Ah, aussi, il y en a une. Ah, hop. Alors, essaye de faire vite. Ça sera pas long, salut. C'était juste pour savoir jusqu'où est-ce que tu vas en ZBrush? Est-ce que tu coupes tout ce qui est partie petits détails pour le laisser en procédural aussi ou... En fait, dans la boîte, donc si je fais un travail personnel, je refais tout juste pour travailler les muscles, comme j'ai dit. Mais dans la boîte, quand on travaille, en fait, tous les petits détails de peau, si c'est pas un scan, c'est un XYZ qu'on a préparé, en fait, on a les données déjà préparées, peint, et on travaille jusqu'à le détail de peau. Donc c'est jusqu'au mid, donc les petits rides, etc. Si c'est un scan, c'est le département de scan qui fournit les maps et qui fournit à peu près l'équivalent en fait que XYZ peut te proposer. Ok. C'est bon? C'est bon. Bah, merci beaucoup, Robert. Bon, bah, merci beaucoup, Robert. C'était une super présentation. On a appris plein de choses.